Il est l'heure. Merci à toutes et à tous d'être venus au comptoir de la fabrique pour échanger avec nous et avec mes trois piliers. Les trois piliers de comptoir, ouais, c'est comme ça qu'on appelle nos intervenants. Maintenant, ce sont des piliers qui n'auront rien à boire, si ce n'est peut-être un fond de jus de pomme. Voilà, parce que a priori c'est pour l'instant tout ce que je peux vous offrir. Mes trois invités vont se présenter dans un instant. Vous l'avez vu derrière moi, le sujet s'affiche. En gros, si vous êtes là, c'est que soit vous avez besoin de vous isoler pour travailler, ce qu'on peut faire de plus en plus dans les troquets maintenant. Hein. On envoie des travailleurs indépendants s'isoler dans des troquets pour travailler. Soit le sujet vous intéresse et vous avez des questions, des trucs à nous dire, des apports aussi à faire sur le sujet. Sachez que dans le bar de la fabrique, tout le monde paye son café au même prix et que donc tout le monde a, comme dans n'importe quel bar, le droit à la parole de la même façon. Évidemment, c'est moi le tenancier qui va la distribuer cette parole et qui a le droit de rebondir à n'importe quel moment sur les questions que vous vous posez, sur vos interrogations ou sur vos remarques. Et comme un bon tenancier de bar, moi j'ai le droit de faire des blagues aussi. Mais voilà, c'est un bar suffisamment ouvert pour que vous puissiez en faire vous aussi des blagues. Nous allons nous intéresser à ce sujet qui est l'engagement. L'engagement en entreprise et formulé de cette manière-là, comment est-ce qu'on mesure l'engagement? Comment est-ce qu'on s'intéresse à l'expérience de nos salariés? Alors avant de démarrer et de laisser la parole à mes trois piliers, je fais juste un sondage rapide dans la salle pour savoir qui écoute. Qui est plutôt du côté des consultants, conseillers, accompagnants des entreprises? 1, 2. N'ayez pas honte, hein, consultant c'est pas mon métier. J'en suis moi-même un, de temps à autre. Ok, très bien, pas si nombreux que ça. Qui est plutôt du côté des ressources humaines? Ok, très bien, plutôt côté dirigeant d'entreprise. Ouais, il y en a 1, 2, très bien. Et ceux qui n'ont pas levé la main? Vous êtes de quel côté? Manager d'équipe. Messieurs? Support. Fonction support. Couteau suisse. Gestion de la performance. Ok. Gestion de la performance. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc le sujet vous intéresse majoritairement, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit. Pour en parler, eh bien, je reçois aujourd'hui Stéphanie, Marine et Emmanuel. Ils vont se présenter très rapidement pour savoir d'où ils parlent, qui ils sont. Et puis très vite, on va rentrer dans le sujet. Eh bien, Stéphanie, si tu veux bien commencer. Bonsoir, donc Stéphanie Maugendre, je suis à la RH de Gémeaux et je travaille sur la notion d'expérience collaborateur. Donc, pour être un petit peu plus précise, l'idée c'est de revoir l'ensemble de nos pratiques RH sous l'angle et sous le prisme de la vision de nos collaborateurs, parce qu'on aimerait que ce soit, mais comment eux le reçoivent, chaque étape de chaque pratique qu'on peut avoir en RH. Voilà. Ton parcours rapidement, ce que tu as fait avant, qu'est-ce que t'a amené à mon ça? Parcours, j'ai commencé avec du conseil, donc conseil plutôt en juridique. Mon accompagnement était plutôt sur la négociation d'accords et sur les fusions, acquisitions, restructurations d'entreprises. Donc j'ai vu l'angle RH à la fois sur quelque chose de très normatif et en même temps quelque chose de très humain. Parce que forcément, il y avait à l'époque, on parlait de souffrance au travail. On prenait ça sous l'angle de la souffrance au travail. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. On s'y intéressait même dans le cadre juridique de fusion-acquisition. Oui, parce que justement, l'objectif, nous, c'était qu'il fallait que ce soit une réussite. Donc, comment vendre ça à des gens qui forcément ont la peur de perdre leur emploi, de se retrouver en doublon et peut-être de trop, qui de l'un ou de l'autre va être choisi.
Et puis en plus, j'ai commencé au tout début à faire ces fameux entretiens. On annonce les mauvaises nouvelles aux gens. Ah. Donc j'ai pris de plein fouet forcément le ressenti des gens. Donc c'est comme ça que j'ai démarré un peu sur le sujet. Et puis ensuite est arrivé le grand courant des risques psychosociaux, de l'accompagnement au bien-être au travail. Et puis de plus en plus, j'accompagnais les mêmes clients, mais sur ces sujets-là. Et puis, pour des raisons personnelles, je suis revenue dans la région angevine et puis je suis arrivée chez Gémeaux. Et au démarrage sur un poste de RRH en remplacement de la RRH siège. Et puis, dans les mêmes temps, le DRH, donc Alain Paré qui est ici, il me dit, moi, c'est ta fibre, en fait. Voilà, c'est tout ce parcours-là autour du bien-être au travail, de l'accompagnement au changement qui m'intéresse. Et puis, j'ai un projet de longue haleine qui nous attend, qui va être justement l'accompagnement des transformations, l'innovation collaborative, l'intelligence collective, l'innovation managériale. Enfin, voilà, on n'appelait pas ça comme ça il y a encore 5-6 ans. Mais on était quand même déjà en train de toucher du doigt tout ça. D'accord. Et donc, voilà comment je suis arrivée sur ce sujet. Est-ce que tu te sens libre de parler devant un RRH de ta boîte? Ah oui. Ok. Complètement. Très bien. N'hésitez pas à intervenir. Merci Stéphanie. Ensuite, Marie. Donc, en fait, moi, je suis de fait consultante. J'accompagne les entreprises dans la mise en place de l'innovation managériale. Donc, ces accompagnements s'inscrivent sur du long cours dans la mesure où c'est essentiellement du changement de comportement individuel et collectif. Et que ce n'est pas parce qu'on le décrète que ça se met en place tout de suite. Ce qui veut dire que ce sont des missions longues d'1 an et demi à 2 ans, comme je disais, et qui permettent de développer la relation de confiance, la relation d'autonomie et la responsabilisation. Et dans ce cadre-là, c'est ce qui permet de déclencher l'engagement auprès des individus et de s'intéresser à comment est-ce qu'on peut le valoriser, le faciliter. En fait, mon accompagnement, il s'inscrit aussi beaucoup sur la mutation qui doit s'opérer auprès du rôle du manager, parce que c'est lui qui, une fois que moi je serai partie, va accompagner. Et si cette maturité n'a pas été engagée, accompagnée, c'est très difficile pour eux. Et souvent, on fait des essais-erreurs, ce qui peut être intéressant, mais pour un collaborateur qui a testé quelque chose qui peut marcher, où on lui donne de l'autonomie et on le responsabilise, si au départ, à mon départ, on lui retire un certain nombre de choses, en fait, on obtient tout l'effet inverse, on va le frustrer et on va obtenir un résultat qui sera beaucoup moins pertinent, moins important. Et la motivation pour mettre en place d'autres projets sera aussi ralentie, donc c'est pas très efficace. Donc l'enjeu, c'est aussi de pouvoir accompagner les managers. Bien, tu nous feras part de tes expériences et sur justement les prérequis pour faire naître l'engagement, et on reviendra là-dessus. Emmanuel. Bonsoir à tous. Donc je suis Emmanuel, je baigne dans le digital depuis maintenant 23 ans. J'ai créé plusieurs startups depuis des années. La première à 12 ans. Non, mais j'ai quand même 46 ans. Hein. C'est une grande douleur, mais bon, c'est comme ça. Je ne les fais pas, Emmanuel. Merci, c'est gentil. Donc en fait, j'ai fait du digital depuis très longtemps. Et en fait, j'ai été amené à faire beaucoup d'outils pour la gestion documentaire, la fameuse GED, oui. Du workflow, tout ce qui est process, et blablabla, berberberg. Et en fait, j'ai fait ça pendant plus de 15 ans. Donc c'était une belle entreprise j'ai vendu à 500 000 utilisateurs. Et je me suis rendu compte dans les années 2010-2011 que paradoxalement, plus on mettait de digital, et moins les gens étaient bien ensemble, à collaborer, etc. Alors moi, je suis quelqu'un de digital depuis tout le temps. Et je me suis dit, c'est pas normal qu'en 2010-2011, on voit cet effritement du bien-être au travail. Est-ce que c'est le digital ou pas? Je savais pas trop. Bon, donc j'ai avancé, puis j'ai créé une autre entreprise il y a pas très longtemps, il y a 5 ans, où là je me suis dit, j'ai été un peu présomptueux en disant, je l'ai appelé Enjoy Your Business pour me dire, je vais avoir comme vocation de donner envie aux gens de travailler ensemble. D'où ce nom, pour retrouver du plaisir à travailler ensemble. En considérant, à tort, que seul un logiciel pouvait aider les gens à travailler ensemble. Et donc j'ai créé une plateforme collaborative en me disant, on va faire des fonctions où les gens vont être bien ensemble. Et je me suis rendu compte que je me suis complètement planté. Parce que les gens, outils ou pas outils, en fait, c'est pas ça qui faisait une différence d'engagement. Et j'ai eu le plaisir et une expérience incroyable au Canada pendant 1 an, avec Business France et la French Tech, de partir 1 an à Toronto. Et là, je peux dire que j'ai redécouvert la vie
la vraie vie de ce que c'est que le collaboratif, où on considère qu'en fait le côté RH, le côté comportemental, pour engager les gens est quand même fondamental, et que tout ce qui est la recherche du Graal, nous dans le digital pour se dire il faut de l'usage des gens, il faut que les gens s'engagent, il faut qu'ils collaborent, la grosse partie c'est l'accompagnement au changement. Donc depuis 4-5 ans, j'ai été amené à basculer dans ce monde de l'engagement qui est passionnant et qui aujourd'hui, et pour moi, est aux prémices d'une période nouvelle, parce que la prise de conscience est prise depuis 3-4 ans dans l'engagement des gens. Tout le monde sait qu'il faut s'engager, et on ne sait pas comment le faire. Voilà. Donc j'espère avoir l'occasion de dire un peu les clés que j'ai... Mais oui, mais je pense que c'est ce qui est attendu par nos clients du bar de la fabrique. Très rapidement, avant justement de reparler de tout ça, petit sondage à nouveau rapide. Vous avez vu l'interactivité, c'est super déjà, je vous engage à participer. Rapidement, puisqu'on n'est pas très nombreux, je vais vous demander un mot ou deux chacun. Pour vous, ça veut dire quoi c'est quoi le prérequis pour créer de l'engagement dans votre boîte ou auprès de vos équipes? Nos amis managers qui sont par là. C'est quoi le prérequis pour créer de l'engagement dans l'équipe? Donner du sens. Ah, bim! Première cartouche, bravo. Il fallait que ça sorte en premier. Il faut donner du sens. Il faut donner du sens. Et oui, on va revenir dessus, mais c'est bien que ça sorte en premier. Quoi d'autre? Du plaisir. Une vision. De la confiance. De l'envie. Ouais, de l'envie. Du consentement. Ouais. Quoi d'autre? Du respect. La responsabilité, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on... Autonomie. De l'autonomie. Ok. La reconnaissance. La reconnaissance. La valorisation. Ouais. Valorisation, reconnaissance, autonomie, donner du sens, avoir du consentement, de la confiance, du plaisir. Tout ça, ça génère de l'engagement? La simplicité. Qu'est-ce qu'on entend, tiens, parce que c'est complexe? Non, c'est que c'est mieux, plutôt qu'essayer de rendre le travail cool, c'est mieux de le rendre simple. Plutôt que de rendre le travail cool, c'est mieux de le rendre simple. Ok, et ça veut dire quoi, lever des freins à la complexité? Ça veut dire que quelquefois, au lieu de faire des choses cosmétiques, s'intéresser à ce qu'ils ont vraiment besoin, notamment la co-création, plus efficace, Ok. et essayer de faire des choses sur leur budget, qui vont finalement pas utiliser. Ouais, donc partir de l'adoption des outils. Partir de cette parole de choses simples émises par les gens avec qui on travaille, qui en ont vraiment besoin, et leur faire confiance pour le définir et le mettre en place. Le tout de façon simple. Ok, ben voilà. Hein, merci d'avoir assisté à cette Rex de comptoir. On va tous pouvoir aller boire des bières. Non, évidemment, c'était déjà pour aller vite. Je pense que le constat il est assez clair et il est partagé par tous. Bienvenue. Bonjour. Installez-vous. Il reste une petite place à côté du bingo là-bas. Voilà. Mettez-vous où vous voulez. Hein. Est-ce que tout a été dit? Je vous renvoie la parole. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Installez-vous, il y a des chaises ici. Monsieur, vous avez le consentement pour qu'il s'assoie à côté de vous? Très bien. Bonjour, allez-y, rentrez. Vous verrez si ça vous intéresse, restez 5 minutes, si c'est chiant, vous repartez. C'est une conférence assez détendue. Hein. On a le droit de... Vous avez des coups de fil à passer, tout ça. Juste parlez pas trop fort pour entendre les gens qui s'expriment. Par rapport à tout ce qu'on a entendu là, constat sur comment faire naître l'engagement et les bénéfices de l'engagement, vous partagez, vous plussoyez, vous ajoutez des choses, Moi, essayez de trouver des trucs encore plus intelligents à dire que les gens qui sont dans la salle parce que vous êtes au bar. Non, complémentaire, pas plus intelligent. Complémentaire. Ouais. Joli, la pirouette de consultante. Non, C'est pas plus intelligent, c'est complémentaire. ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce que tu as dit par rapport à la simplicité, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance aujourd'hui à vouloir
créer des outils pour évaluer, pour amener les gens à... Enfin, naturellement, si les gens, on leur donne le moyen de donner du sens et de la cohérence à ce vers quoi on veut les emmener, ils n'ont pas besoin d'outils. Ils ont juste besoin qu'on les laisse s'exprimer, interagir, créer les synergies qui vont amener des solutions pertinentes ou qui vont permettre d'évoluer dans le projet. Et voilà, je pense qu'il faut surtout se délester de toutes ces démarches pour lesquelles on est relativement bien formaté, soit par notre culture interne, soit par notre éducation, soit par notre formation, où on a tendance à se référer toujours à une méthode, un modèle, un outil, alors qu'en fait, il suffit juste de réfléchir et de laisser la place au bon sens, j'aurais même tendance à vouloir dire, et les choses se font naturellement. C'est un encouragement, quand je disais faciliter, promouvoir, polliniser les idées, c'est vraiment ça, quoi, en fait. Il faut sortir de cette logique boîte à outils, elle est toxique, elle est polluante et elle dénature les choses, et c'est pas elle qui est à la source, enfin en tout cas à la base de l'engagement. Plus on complexifie les choses, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec... je ne sais pas si tu faisais référence aux réseaux sociaux d'entreprise, etc. On prend l'exemple des réseaux sociaux d'entreprise. On a investi des millions dans les réseaux sociaux d'entreprise. Les gens ne les utilisaient pas. Pourquoi ? La question profonde, je ne sais pas comment tu as analysé, mais c'est aussi qu'à l'extérieur, ils savaient tous se servir d'un ordinateur. Ils étaient déjà interconnectés avec d'autres choses. Et on arrivait avec des batteries d'outils pour leur apprendre à s'en servir, à créer du lien. On dénaturait les choses, on complexifiait les choses, pour rebondir sur ce que tu disais, alors que ça ne sert à rien, franchement. On perd du temps. On met tous ces outils à la poubelle. Personnellement, j'ai un peu tendance à m'en passer. Oui. Je suis un tout petit peu plus modérée, c'est vrai. Oui, et puis on reviendra, parce que juste à ta droite, tu as un vendeur d'outils quand même. C'est mon côté provoque. Donc j'aime bien, ça commence tout de suite à se mettre des petits taquets. En plus, elle a raison. Oui, bien sûr. Mais là, en plus, on est dans la bienveillance. Vous avez senti comment les murs transpirent la bienveillance. Donc, on sera d'accord les uns avec les autres en apportant quelques nuances. Langage assez diplomatique, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on crée du débat sans se taper sur la gueule. Tu voulais rebondir? Oui, je disais que j'étais un petit peu plus modérée parce qu'en fait, on peut parler longtemps d'outils, pas outils, ça serait presque se tromper un peu de combat. Je crois que moi, je rejoins monsieur, le plus important, c'est la ligne directe vers l'humain. Tout le reste, c'est un peu de la fioriture. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des outils qui répondent totalement à la demande, alors auquel cas, pas de souci. Mais c'est pas l'idée de rentrer d'abord par le moyen, c'est d'abord le pourquoi. Et donc, c'est cette ligne directe, en fait, qu'il faut aller chercher en permanence pour se dire qu'est-ce qu'attendent les gens, où ils en sont, quel est le point de départ. Parce qu'il y a cette notion d'engagement qu'il faut déjà re-questionner. C'est quoi la notion d'engagement ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, on va la catégoriser d'engagée ou pas ? Est-ce qu'une personne, elle est engagée à vie ? Est-ce qu'elle est engagée plus ou moins bien dans sa carrière ? Donc tout ça, en fait, finalement, on se rend bien compte que c'est tellement multifactoriel que la seule chose qui compte, c'est l'écoute permanente en continu. Ça, c'est un truc sur lequel on ne peut pas se tromper. Si on écoute en permanence son usager, on va le comprendre dans sa propre évolution individuelle et collective. Et après, ça peut passer par de l'outil, ça peut passer par de l'accompagnement, ça peut passer par du management. Les solutions sont multiples. Mais de l'écoute. Ah bah oui, c'est l'ingrédient premier. Ok. Là, on est déjà tout de suite un peu dans le comment engager nos salariés. Est-ce que déjà dans l'assemblée, est-ce que vous avez des questions sur comment engager vos salariés, ou est-ce que vous êtes plutôt sur l'autre partie qui est a priori on a fait ce qu'il fallait, on est en écoute directe, on a des outils ou pas, mais on fait des super workshops ou ateliers collaboratifs déjà dans nos boîtes. On a défini nos valeurs, on a fait un super atelier de définition des valeurs, on a défini le sens, c'est génial, il y a une baseline de l'entreprise qui dit nous, notre raison d'être, c'est d'apporter du bonheur textile, d'apporter du bonheur en forme de bâtonnet à manger, d'apporter du bonheur en forme de service, d'apporter du bonheur en forme de conseil, etc. etc. Une fois tout le monde partage ce truc-là, vous en êtes déjà tous là, plus ou moins, avoir fait des choses pour l'engagement de vos collègues. Juste pour savoir si on passe très vite à l'étape d'après. Parce que si on est tous d'accord pour se dire ouais, on a fait des choses, bon ben voilà, on en est là maintenant. Comment c'est reçu? Est-ce qu'on parle d'une mesure d'évaluation de l'engagement et de l'expérience collaborateur?
Est-ce que ça passe par une évaluation avec des petites étoiles comment on les inclut, les collaborateurs, et comment est-ce qu'on peut avoir des retours satisfaisants pour vous? C'est quoi, c'est bottom center, comme on dit? Mesurer quels sont vos outils? de mesure de l'engagement ou de mesure de l'écoute comment tu sens que tes collaborateurs ils sont engagés? Bah, je pense que vous avez utilisé le bon mot. Aujourd'hui, on le sent. En fait, on revient un peu d'une période où on a voulu mesurer à outrance. On est passé par des grosses machines d'évaluation avec des grosses enquêtes truffées de questions qui, au demeurant, étaient très bien. Ça répondait à une époque et ça nous a donné, en tant que, je parle pour l'ARH aussi, ça nous a donné des indications sur la température, sur certains sujets, sur quels étaient les sujets à traiter. Néanmoins, quand on lance une grande artillerie comme ça, il y a une promesse derrière qu'on a du mal à tenir parce que on se retrouve en râteau avec énormément de sujets. C'est compliqué de prioriser, c'est compliqué aussi de répondre correctement à chacune des réclamations. Et puis aussi, quand bien même on ferait très bien le job, on arrive trop tard. Le temps que ça se mette en place 6 mois, 1 an plus tard, c'est peut-être déjà plus la priorité dans la tête des gens. Donc finalement, on en revient un petit peu de ce genre de grandes enquêtes et on va plutôt essayer d'aller sonder en temps réel. Alors ça demande du coup de la présence, ça demande non pas de remplacer quelque chose d'immatériel, mais c'est de remplacer de l'individu. C'est pour ça que moi, par exemple, en termes d'exemple, moi je vais à la rencontre des équipes. Je vais les voir là, par exemple, j'ai passé 15 jours à rencontrer des équipes uniquement pour savoir si dans le cadre d'un projet, quelles étaient leurs réclamations à date. Je l'ai fait 4 mois plus tôt et je le referai 4 mois plus tard. Parce qu'au démarrage d'un projet, ils ont une idée. Pour être très concret, par exemple, je leur avais demandé au lancement du projet, ils avaient chacun 3 post-it. Un post-it, qu'est-ce qui m'enthousiasme? Un post-it, qu'est-ce qui m'inquiète? Et un post-it, c'est quoi ma question prioritaire? Donc j'avais 180 personnes, donc 180 post-it x 3, qu'il a fallu qu'on analyse. C'est déjà une manière pour moi d'avoir la température des gens, et la promesse c'était d'y répondre. Donc le groupe projet a répondu à chacune de ces questions-là. Et ce même exercice, on le fait régulièrement, donc là je suis retournée voir les équipes, en se disant, voilà, quid de ce qu'on avait promis? Est-ce qu'on a honoré cette promesse ou pas? Si on n'a pas été bon, dites-nous où. De façon à ce que finalement on soit pratiquement dans de la dentelle avec eux, parce qu'on voit bien qu'en fait ce qui crée de l'engagement ou du désengagement, ça peut aller très vite. Il suffit d'une phrase maladroite, d'une conférence qui a été ratée, d'un atelier qui n'a pas été bon, et ça y est, c'est tout un collectif qui se désengage. Donc c'est tout le temps en fait de rattraper au vol ça, et de faire beaucoup de présence terrain. Voilà, en ce moment on en est là. Après peut-être que dans 2 ans je vous dirai la même chose, mais c'est plutôt ça en ce moment qu'on pratique. Est-ce que ça vous paraît faisable à mettre en place? Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de choses les uns et les autres? Sur les grandes enquêtes, sur l'engagement, qui existe, dans une entreprise ou des choses plus larges, qui peuvent être restaurants, etc. La difficulté, c'est où je rejoins vraiment ce témoignage, c'est que derrière, ça nécessite un plan d'action. Le plan d'action, il a été immédiat, parce qu'aujourd'hui, vu la taille des entreprises, c'est plus ou moins compliqué à mettre en place. Mais par contre, on a quand même besoin de suivi d'indicateurs. Oui. En l'occurrence, en faisant ça, au niveau direction, il n'y a pas de suivi, on a eu le ressenti. Et c'est pas forcément ce qui nous est demandé. Alors après, ça n'empêche pas les enquêtes. On continue quand même à faire des enquêtes sur des sujets qu'on souhaite mesurer, mais ça ne doit pas être notre unique outil de travail. Il est effectivement plus pour comparer d'une année à l'autre, voir si on a eu un impact en termes de progression sur un sujet. Ça permet effectivement d'évaluer, mais sur une maille tellement macro que c'est un point de repère, mais ça n'est pas l'outil prioritaire pour toucher l'engagement. Après, je pense qu'en tant que management, vous avez beaucoup plus de ressenti en parlant avec vos équipes, de manière formelle ou informelle. Vous y voyez déjà plus juste qu'en vous référant à des enquêtes de ce type-là. On en discutait Qui a déjà rempli un questionnaire type baromètre social? Ouais. T'inquiète. Eh oui, oui, le baromètre social. Alors encore une fois, sans le mettre à la poubelle, on vient d'en discuter. Il fait remonter des indicateurs. La question est quand tu dis on nous demande aussi des indicateurs, est-ce que là aussi c'est pas un des freins justement à la mesure? Doit-on absolument mesurer l'engagement? Dans un baromètre social, on mesure plein de choses.
sur des revenus, sur du temps de travail, sur l'appréciation des collègues, sur de la reconnaissance, de la valorisation, etc. etc. Je sais pas, il y a des dirigeants dans la salle ou des gens qui veulent nous dire à quoi, c'est quoi les choses les plus importantes pour eux qui se dégagent d'un baromètre social. C'est juste pour juger à l'intérieur là du bar, comment vous jugez la pertinence de cet outil-là, puisqu'on parle de mesures. Qui veulent s'exprimer sur la pertinence du baromètre social. Ouais. C'est que ça doit être hyper pertinent du coup. Voilà. Ok, vous avez laissé passer votre temps de parole. Je vous laisse continuer à réfléchir sur le sujet. Je pense que la question derrière ce que tu étais en train d'émettre, c'est plutôt la question à se poser, c'est est-ce qu'on essaie de définir des éléments de mesure pour justifier d'avoir mesuré, ce qui quelque part est rassurant dans notre culture, ou est-ce qu'on le fait pour que ça ait du sens et pour éventuellement pouvoir anticiper et s'adapter aux besoins? C'est ça, je pense, la vraie question. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur le culturel, les habitudes. On a toujours fait comme ça. C'est un process, c'est rassurant. Le changement, ça fait peur. Là, au moins, je peux justifier de l'avoir fait. J'ai des éléments, des indicateurs, et puis je vais mettre ça en place, puis on ne pourra rien me dire. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ce qui est surtout important, c'est qu'on se repositionne et qu'on se repense en termes de sens et puis de pertinence par rapport à ce qu'on va proposer. Est-ce qu'on continue à perpétuer des choses parce que c'est rassurant, c'est classé, on pourra toujours s'y référer, ou est-ce qu'on se dit non, c'est plus du tout en phase avec nos besoins? Peut-être que moi je partage parfaitement ce que disait tout à l'heure Stéphanie. Pour moi, le meilleur indicateur, le meilleur élément de mesure, c'est l'échange qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, parce qu'à l'instant T, il va nous permettre justement de mesurer ce qui va, ce qui ne va pas, parce que dans cet instant T, il y a des comportements qui vont changer par rapport aux personnes qu'on aura interviewées ou avec lesquelles on va échanger. Et puis surtout, pour moi, la clé de cet échange, c'est ce qui va nous permettre d'anticiper. On ne vit pas dans un instant T. On vit dans un monde qui évolue très vite, et si on veut pouvoir développer cette agilité pour s'adapter à ce qui se passera demain, si on n'a pas échangé quotidiennement avec nos collaborateurs pour voir ce qui pêche ou ce qui pêche pas, leurs tendances, leurs besoins, etc., on n'est pas capable d'anticiper, de s'adapter rapidement. Et je pense que ça fait aussi partie des réflexions que les entreprises doivent mener aujourd'hui en termes d'adaptation et en termes d'anticipation. Et ça, à mon avis, en tout cas avec mon expérience, ça n'est possible que par l'échange. Je propose ça en disant que on est tous, depuis des années, à essayer de trouver ce que c'est que la définition d'engagement. Alors on va donner une liste hyper exhaustive, et en fait, il y a autant d'engagements différents que de gens. On peut dire Jean-Pierre est engagé parce qu'il est à fond depuis 3 jours, tout seul dans son bureau, à chercher une amélioration de son produit. Et puis on va dire qu'à côté, Christine est super engagée parce qu'elle est vachement dans la communication avec les autres, elle est hyper engagée dans l'équipe, alors qu'elle est pas bonne du tout dans le côté exécution. Donc c'est tellement générique l'engagement pour chacun, puis chacun a ses habitudes. Et moi je pense que j'ai vu la différence par rapport au Canada. On a un problème en France, c'est qu'on veut toujours répondre à un problème qui est là un problème humain avec une solution technique. On se dit, tiens, l'engagement, c'est un truc en ce moment qui a un gros problème depuis des années. Ça s'effrite, on parle de 80-90% de gens qui ne sont pas engagés ou carrément désengagés. On va trouver des enquêtes, des logiciels, des process, des prestations. Je mets tout ensemble pour se dire, on va trouver une réponse technique à un problème qui est d'abord humain en fait. Et là, on se trompe complètement en faisant ça. Et puis la seconde chose qui me porte depuis des années, c'est qu'on est tous différents par rapport à ça. Alors, depuis 10 ans, on parle d'études cognitives, et ça vient maintenant pour se dire pourquoi les comportements sont comme ça en entreprise. On comprend mieux. Mais il y a la fameuse règle des 90-9-1, 90 de gens qui, pas depuis 10 ans, mais depuis la nuit des temps, sont plutôt désengagés. C'est le cerveau primaire qui fait ça, qui empêche ce côté changement, parce que le changement c'est du risque, c'est du danger, on n'a pas envie de bouger, on a une zone de confort, et donc changer, s'engager, c'est changer, donc c'est des risques, c'est du danger. Et 10%, 9 à 10% de gens sont hyper engagés. Et ça, c'est intrinsèque à l'humain depuis tout le temps. Et de vouloir répondre tout le temps de la même façon, avec des boîtes à outils, des process, des logiciels, des choses comme ça, en fait, on se trompe complètement. Et on devrait être beaucoup plus humble
sur l'approche qu'on a de l'engagement aujourd'hui, en ayant chacun le best-of de ce qu'on pense faire dans son entreprise, qui peut être différent d'une boîte à l'autre. Il y a une vraie volonté française, on sait bien, de se dire comme on l'a fait à l'école. Hein. Alors, donc il y a un problème, alors la solution c'est tac, 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 tac. Et là, pour moi, hein, la meilleure réponse à la mesure de l'engagement, c'est ce que peuvent en faire collectivement les dirigeants, les managers et collaborateurs pour se dire chez nous, ça veut dire quoi s'engager? C'est une réponse très différente, à mon avis, dans les différentes boîtes. Il y a aussi qu'on se... Ouais. on se... Et après, on viendra à une question d'Émilie qui est devant. Oui, je connais les prénoms de tous les gens qui sont, qui sont dans mon bar. Hein, c'est le principe. On arrive, Michel. Il y a aussi qu'en faisant tout le temps la chasse aux engagés, quelque part, on veut tout le temps une entreprise avec des gens engagés. Oui, mais oui, est-ce que c'est pas une injonction déjà un peu bizarre? C'est « Ah, lui, il est pas engagé! Attachez-le !» Ou il n'est pas heureux. Ouais. La quête du bonheur au travail, à un moment donné... Et... Bah, on reparlera, c'est un autre sujet, le bonheur au travail, quoique c'est un sujet c'est très, très, très lié. Mais en fait, c'est assez surprenant parce que quand on ne cherche pas à travailler plus que ça sur l'engagement, on fait quand même des observations de par d'autres actions qu'on peut mener. Et moi, j'ai pu observer que des fois, on mettait en difficulté des gens qui étaient engagés parce qu'on pense souvent aux mêmes et qu'à force de se retrouver plusieurs années de suite, toujours sollicités sur les mêmes, enfin les nouveaux projets, ben on les met en sur-régime et on les use. Donc des fois, à vouloir absolument travailler avec nos engagés, on fait plus de tort que de bien. Ça, c'est une première réflexion. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu apparaître de grosses surprises sur des gens qu'on avait qualifiés comme ça, un peu macro, de désengagés, et puis devenir engagés là où on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils le soient. Et ça, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, et je pense que du coup, le meilleur moyen déjà de travailler l'engagement, c'est surtout cataloguer personne, et plutôt se dire que c'est en multipliant les approches qu'on va peut-être faire résonance chez des gens qui ont peut-être qui n'avaient pas jusque-là une fibre à s'engager ou à s'impliquer, etc. Donc voilà, la notion d'engagement, déjà, elle est propre à chacun. On n'a pas tous le même regard. Je pense que déjà, 4 personnes qui évaluent une même personne ne se diraient déjà pas le même niveau d'engagement si on devait la noter de 1 à 5. Donc voilà, tout est relatif. Et ça peut être risqué aussi de focuser sur l'engagement. Oui, Émilie. Et puis après, j'arrive. Ouais. Geneviève. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur c'est quoi l'engagement? Oui, on peut essayer Ouais, juste essayer, puisqu'en réalité on parle de mesures d'évaluation avec des indicateurs, des tableaux de bord, et puis après du ressenti. Il me semble en entendant tout à l'heure que c'est une donnée qui est extrêmement relative en fonction des ressentis aussi. Or, en tant que professionnel, on a besoin d'avoir une approche pro justement et mesurable, puisqu'on est dans une évaluation. Est-ce que, comme ça, vous qui avez bossé là-dessus, vous pourriez nous donner des points clés sur qu'est-ce que vous mettez dans la notion d'engagement? C'est quoi un salarié engagé? Est un salarié qui? Déjà, Émilie, pour toi, c'est quoi? C'est quoi l'engagement? Tu le définis comment, toi? Ah ouais, je sais pas, moi je dirais adhésion aux valeurs, consentement, c'est exécuter les tâches qui nous sont demandées dans le cadre de ma fiche de poste, mais c'est aussi adhérer aux valeurs de mon entreprise. Pourquoi pas être ambassadeur de mon entreprise? Pourquoi pas, ça fait partie aussi des indicateurs. Est-ce que vous recommanderiez, par l'expérience collaborateur, est-ce que vous recommanderiez votre entreprise par le marketing, marque employeur, marketing employeur? C'est comment, enfin c'est un grand truc du moment aussi, c'est comment le collaborateur va devenir ambassadeur aussi de sa boîte et contribuer à son rayonnement. Et donc à sa pérennité. Ce qui me semble juste personnellement très ambitieux. Et donc je voulais savoir, vous, comment vous qui êtes expert, comment vous situez, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme définition? Parce que je trouve aussi que c'est en réalité quelque chose de très subtil, qui peut devenir aussi un peu périlleux. En fait, il y a quand même deux choses, vous l'avez dit, il y a deux choses essentielles. C'est le fait de demander à quelqu'un son avis sur comment il s'est engagé, puis il y a le fait de mesurer une exécution, quelle qu'elle soit, de process ou de communication, etc., pour se dire sa production, ce qu'il fait au quotidien, plus son avis fait qu'on a une espèce de mesure de son engagement. C'est super dur de se dire, on a une liste exhaustive. Alors aujourd'hui, c'est sûr que depuis des années, il y a quand même des grands critères, que ce soit d'ailleurs en Europe ou au Canada, États-Unis, les critères sont quand même assez homogènes. On a des grands critères, vous l'avez dit, marque employeur, communication, exécution, enfin, il y a quand même des choses qui sont concrètes.
Après, où il ne faut pas aller trop loin, c'est de se dire de façon exhaustive, on va prendre une boîte A, une boîte B, on va faire les mêmes choses. Pour moi, le raccord qu'il y a avec l'engagement, c'est la stratégie qu'on va mener pour l'entreprise, sa vision. Et là, il faut se dire de quel engagement j'ai besoin de mes collaborateurs pour être en phase avec ma stratégie d'entreprise, pour l'emmener avec ma vision à moi. Peut-être que si j'ai une vision, une stratégie des enjeux de telle façon, les engagements que je peux demander sont un peu différents d'un autre dirigeant qui a la même boîte que moi. Parce que j'ai des valeurs différentes, parce que je vais porter différemment. Donc c'est pour moi un équilibre entre des choses qu'on peut mesurer depuis des années, qui sont quand même assez homogènes, mais en même temps d'adapter par rapport à chaque boîte, pour se dire que chez moi, les gens engagés que je veux avoir, c'est sur tel critère, parce que grâce à ça, ça portera ma boîte. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et moi, par rapport à ça, par rapport à 10 ans, je suis hyper humble par rapport à ça, en voyant cette diversité de comportements d'engagement. C'est énorme, c'est énorme. Et on se tromperait de se dire, on le fait de façon beaucoup trop détaillée. C'est un peu risqué de vouloir faire un modèle unique, un modèle type de l'engagement, parce que en réalité, c'est peut-être plus la question de la création de valeur, je dirais. C'est quel collaborateur, dans sa contribution, va amener de la valeur au collectif et à la société. Et après, ça peut prendre 1 milliard de formes. Il va y avoir effectivement celui qui va peut-être s'exposer et va être ambassadeur à l'extérieur, mais il y aura aussi celui qui va fluidifier les relations en interne. Il y a celui qui va créer de la positivité. Il y en a qui vont faire avancer les débats. Il y en a qui vont être les petits génies techniques. On a 1 millier de possibilités d'être engagé et de faire avancer. La question, c'est plutôt de se dire, est-ce que chacun a sa contribution de création de valeur ? C'est peut-être un peu ça l'indicateur. Avec sa possibilité même. Oui. Ok, il y avait une question de Geneviève, je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, mais en tout cas bravo. Je suis ravie de votre définition parce que du coup ça me fait rebondir sur la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que l'engagement c'est pas un peu une injonction aujourd'hui ? Je crois profondément que non, justement parce que c'est une question de survie sociale et économique aujourd'hui. S'il n'y a pas d'engagement collaborateur, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, voilà, c'est la crise sociale de façon générale. Je suis d'accord, je synthétise, mais c'est juste parce que pour moi ce sujet, est-ce que c'est une injonction ? Ça serait intéressant qu'on le traite un petit peu si on a le temps. Et je me permets de partager mon avis. Non, c'est pas une injonction. C'est une question, le mot est fort, mais de survie. Donc le modèle, vous avez une compétence, j'ai une fiche de poste, vous avez des compétences qui répondent et vous vous engagez à remplir la fiche de poste et les missions que je vous confie. En échange, je vous donne de l'argent. Vous venez, vous effectuez les heures qui sont sur le contrat, vous remplissez les missions qui sont sur le contrat. En échange, je vous donne de l'argent. Ce modèle-là, il existe dans plein d'entreprises. On est d'accord ? Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez, l'engagement c'est la création de valeur. Et aujourd'hui, les entreprises restent compétitives parce qu'on n'a pas le choix. J'utilise une expression toute faite encore, le monde bouge vite. Vraiment, il y a une vague numérique, on va y l'apprendre ou pas, elle est là. Et c'est une lame de fond qui fait accélérer le développement des entreprises. Donc il faut qu'on crée plus de valeur, tous dans les entreprises. Et c'est là où l'engagement, c'est la différence entre ce contrat économique entre l'entreprise et les salariés. L'engagement crée de la valeur pour la société, l'entreprise, la société au sens large. Alors d'accord, je continue à me faire l'avocat du diable. Je suis tourneur-fraiseur. On me demande chaque jour de produire un certain nombre de pièces sur une machine. Ça, c'est le contrat que j'ai avec mon entreprise. Je le remplis, on me donne de l'argent. Pour autant, quand on me demande de venir boire un coup avec mes collègues, j'ai pas forcément envie. Quand on me demande mon avis sur tiens, Damien, tu voudrais pas donner ton avis pour améliorer le process, peut-être pour qu'on, je sais pas, tu te fasses moins mal au dos, ou pour qu'on produise plus vite, ou qu'on, je sais pas, faudrait que tu aies des idées, parce que peut-être toi tu es sur la machine, on pourrait produire des choses différentes, qu'est-ce que tu en penses ? Et je dis non, j'en sais rien. Oui, mais Damien, peut-être que par rapport à ce que après j'ai pas toutes les réponses, parce que chacun participe, par rapport à ce que disait Stéphanie tout à l'heure, vous avez peut-être juste toujours le sourire tous les jours au travail. Et rien que ça prouve que vous êtes dans votre travail avec plaisir, et c'est un rayonnement chez les autres, et ça crée une valeur positive. C'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est juste une attitude positive dans la façon de faire votre travail. Peut-être que vous avez pas d'idées et pas d'envie de la partager, ou de les partager ou de réfléchir. Mais vous n'êtes pas un robot, vous êtes
forcément, et en plus on est dans un pays latin, on a forcément des émotions. Après c'est. Oui, donc tu l'as dit, puis on va laisser les autres aussi s'exprimer, puis le débat continue. Mais dans ce que tu dis, je serais un tourneur-fraiseur engagé si je remplis ma mission et ma tâche avec le sourire. Pareil, c'est un exemple. Et ça peut être avec autre chose. L'engagement, c'est Oui. la méthode colibri. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Il y en a qui ramènent beaucoup parce qu'ils sont très investis. D'autres, c'est effectivement simplement, ils ne sont pas pollueurs. C'est à minima ça. Et c'est pas grave. Ce qu'il faut au moins, c'est que le rouage soit bon et que la dynamique soit positive. C'est ça l'engagement. Parce qu'à la limite, plusieurs petits engagements très humbles peuvent faire un collectif engagé. Donc c'est plus ça le raisonnement qu'il faut avoir. Et on essaye de mettre justement les gens très à l'aise qui peuvent se dire à certains moments « Mais comment moi je vais contribuer ? C'est quoi ma valeur ajoutée ? Ou moi j'ai rien à dire ? Ou je sais pas si je vais être pertinent, etc. » On essaye de mettre les gens à l'aise en disant « Il n'y a pas de petite contribution. » Voilà, tout est bon à prendre. Ok. Il y avait des questions et des réactions là, oui. Mais cette question en corrélation avec ce qu'on a vu ce matin lorsque Laurence Banet a proposé la petite vidéo sur le recrutement, c'est aussi à mettre en lien avec les différentes générations. On n'est pas engagé de la même manière quand on est de la génération Z à celle de l'après-guerre. Donc c'est aussi à prendre en compte dans la population de l'entreprise. Et ça rejoint ce que vous disiez. Les formes d'engagement sont différentes. Et l'expérience collaborative. Et encore que je vais vous dire, je remarque plutôt l'inverse, moi, en fait. Quand on avait travaillé une logique en se disant, est-ce qu'on a intérêt à travailler les plus de 40, les 30, 40, etc. Et en fait, ça, c'est tombé complètement à l'eau. On est revenu en arrière parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vérité. Voilà, on pouvait avoir des gens qui sont en fin de carrière, qui sont ultra motivés et d'autres pas du tout. On a des gens qui sont tout jeunes alternants et qui sont déjà complètement blasés, et inversement, il y en a d'autres qui sont hyper investis. Donc en gros, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une association véridique de dire à tel âge on est plus impliqué ou ça se traduit de telle ou telle manière. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est pas valable, quoi. En tout cas, la seule règle, pour moi, c'est l'adaptation, encore une fois. Tu t'adaptes à ton public, aux individus. Et je pense que derrière la question que tu posais, Geneviève, pour reprendre le joli prénom, je pense que c'est aussi essayer de comprendre ce qui peut susciter l'engagement. Parce que pour mesurer l'engagement, faut déjà avoir suscité l'engagement et je pense que un individu peut s'engager dans une démarche quelle qu'elle soit, dans un projet quel qu'il soit, individuel ou collectif, s'il en comprend l'intérêt et si ça répond à un intérêt personnel avant de pouvoir devenir un intérêt collectif. Et ça fait partie des prérequis. Souvent, on est tellement dans cette dynamique de vouloir susciter l'engagement, démontrer qu'il y a un engagement, entretenir l'engagement, qu'on occulte complètement ce prérequis et les gens, on ne peut pas les obliger, c'est absolument impossible, ça doit être intrinsèque au départ. Donc je pense que c'est aussi ça les questions qu'il faut se poser. D'autres remarques, oui. Pour compléter ce qui a été dit, premièrement, c'est pas toujours celui qui fait le plus de bruit ou le plus musique qui est le plus gros contributeur. C'est ça. Et Oui, on a c'est bon, ça. des gens qui arrivent à l'heure, partent à l'heure, qui n'ont jamais été passés en poste, mais le jour où ils sont pas là, c'est le feu. Ouais. Et c'est toujours heureux qu'on se retourne et que les autres s'en font, on se rend compte que seulement une fois ils sont pas là. Notamment l'émotion de bienveillance et autres sont importantes, et de reconnaissance beaucoup, parce que c'est ceux-là qui sont pas toujours reconnus, c'est pas visible, je sais pas. Et l'autre point, c'est que sur l'engagement et le sens, je pense qu'on ne peut pas les donner, on ne peut pas les imposer. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions pour que les gens les trouvent, chacun les trouve. Ça, du coup, c'était plus le rôle de l'expérience collaborative. Alors comment on fait ça? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Comment est-ce qu'on crée les conditions pour que... Je peux te donner l'exemple du mec qui est un marchand d'outils. Ouais. Alors, juste un détail sur l'outil, on est entièrement d'accord. Le mot outil est bien choisi parce que ça, c'est un défaut assez français. C'est de confondre une solution, d'appeler un outil une solution. De penser que parce qu'on l'a mis en place, ça va régler l'as. Un outil, c'est que si je vous donne un marteau, c'est pas le marteau qui ne pense pas tout seul. L'outil, il doit déclencher la conversation, il doit vous donner des mesures, il doit vous donner des choses. Il est malade pour remplacer le management. Sauf que c'est tellement simple de dire je vais mettre un truc en place, du coup ça va rouler. Et c'est souvent le problème qu'il y a. Et derrière, au niveau de l'expérience collaborateur, je pense qu'on va retourner sur des questions d'écoute,
sur des questions de culture d'entreprise aussi. Il n'y a pas de mauvais collaborateurs, de mauvais entreprises, il y a juste des gens qui sont pas faits pour aller ensemble, qui sont plus faits pour aller ensemble. C'est pas un gros mot. Donc c'est plutôt ça qu'il faut essayer de mesurer aussi à un moment. Mesurer donc les envies des uns et des autres de travailler ensemble. Ouais. On peut avoir très bien bossé ensemble pendant 5 ans, et puis il y a un petit peu, il y a un truc qui se passe, et il y a des changements dans la vie, et finalement, ça va s'arrêter. Alors ça peut devenir ambassadeur, par exemple, les réseaux Cassio aussi. C'est peut-être les meilleurs recruteurs qu'on aura jamais. Oui, quand ils ont envie de transformer ça et d'en parler autour d'eux. Ok, d'autres retours, d'autres remarques Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, sur ce côté travailler ensemble, rebondis sur ce côté plaisir à être ensemble en fait. Pardon de revenir sur mon expérience de Canadienne, mais qui m'a beaucoup marqué. J'ai 4 enfants qui étaient à l'école là-bas, et quand je suis revenu il y a 1 an du Canada, je me suis dit, mais en fait, je comprends beaucoup mieux pourquoi nous en France, on a une espèce de souffrance au travail. Une vraie souffrance de bosser les uns avec les autres. Et quand on dit on veut s'engager et qu'on baisse ses bras sur l'engagement, c'est qu'on se dit j'en ai marre de bosser avec un tel, j'en ai marre de bosser avec lui, il est nul, il est pas sympa, etc., etc. Et en fait, ça vient de loin. Pardon de faire un peu de philo de balle, c'est la philo de comptoir. Hein. Mais on y est, c'est le moment. Mais moi, ce que j'ai vu avec mes enfants m'a retourné parce que ils ont dès l'enfance cette capacité, les profs là-bas, à être hyper bienveillants et surtout à faire travailler les enfants ensemble. Et pas comme nous on a connu. Moi j'ai 45 ans, 46 même. Et je me rappelle. C'est un sujet, évidemment. Je me rappelle, moi à l'école, je sais pas pour vous, mais moi j'étais à une table tout seul et on avait un prof et il nous parle. Et on se dit, on fait des devoirs seuls et puis les travails en groupe sont plutôt faibles. C'est en train de changer. Hein. C'est en train de changer. Et moi je vois ma fille qui était en train d'apprendre à lire et à écrire. Les enfants qui ont des difficultés, les autres enfants l'aident. Il y a une culture collaborative tout de suite. Et surtout ce qu'ils font, ce que nous on fait en France qui est nul, c'est quand on est prof, pas tous, mais beaucoup le font. Et encore trop aujourd'hui, c'est on va se mettre en groupe. Hein. Alors mettez un groupe de 3 ou 4 ou 5. Qu'est-ce qu'on fait? On se met par groupe de copains-copines et groupe de niveau. Et on fait ça toute sa vie, de jeunesse, jusqu'à l'université, jusqu'aux grandes écoles. Et on arrive dans l'âge adulte. On rentre en entreprise. Merde, il faut bosser avec des gens qu'on n'aime pas. Des gens qui sont pas sympas, des gens qui n'ont pas le même niveau que nous. Et c'est une grande souffrance toute sa vie. Et on se dit, vivement que je change de boutique, parce que c'est nul ici, et on va aller dans telle boîte, ce sera mieux. Et toute sa vie comme ça, on entend tous, dans les dimanches de famille, tout le monde se plaint, oh, c'est nul, l'ambiance est pourrie, etc. Parce qu'on n'a pas été habitués à bosser ensemble. Moi, je vais au Canada, les enfants de 14-15 ans, ils ont une bienveillance les uns avec les autres qui est absolument hallucinante. Nous, en France, à 14 ans, c'est une cruauté totale. Tu as des baskets machin, tu as des baskets bidules, tu passes pour un con. Là-bas, c'est pas le cas. Et moi, je pense qu'ils ont appris, dès l'enfance, à travailler déjà ensemble, avec des gens différents. Et nous, on se dit, travaillez séparément, et quand vous bossez ensemble, bossez avec des gens que vous aimez bien tout de suite. Ça fausse tout dès le début. Moi, je porte ça en moi, et pour moi, c'est un éclairage majeur. Et en plus, avec notre français, de se dire, on va répondre tous nos techniques. On met ça en process en place, un workflow, un machin, un truc. Par contre, je ne dis pas que les outils sont pas utiles. Hein. J'en porte depuis 5 ans, et ça a de l'utilité majeure. Mais c'est qu'un outil, c'est pas une solution. Je rebondis juste. Oui, puis après on va avancer, mais oui, ça m'intéresse ce sujet parce qu'on est particulièrement fort en France pour dire à quel point on est mauvais en France. Et on l'a très bien analysé, et on l'analyse très bien. Pour autant, ça change pas des masses, mais en tout cas sur le constat et sur dire, ouais, là-bas ils font ça vachement mieux que nous. Ça fait un moment que moi je l'entends et que je partage cette vision-là. Bon, on reparlera de citoyenneté, de tiens, qu'est-ce qu'on vote quand, pourquoi ça change pas tout ça, bref. Oui, pardon. J'ai une anecdote qui peut peut-être parler. Une anecdote. En fait, c'est vrai que le collectif est difficile à mettre en place en entreprise, mais on a aussi observé autre chose, c'est la solitude. Alors comment on en est arrivé à ça, en fait, la solitude comme source de désengagement? C'est qu'on s'est rendu compte quand on a voulu passer des grosses transformations, des grands projets. De quel type? Ça pouvait être... c'était la culture client à l'époque. On était en train de travailler ce gros sujet-là. Donc c'est de dire comment se remettre un peu en méthode design, replacer le client au cœur de nos actions. Et en fait, on s'est rendu compte que les équipes qui étaient le plus en souffrance, elles nous disaient à chaque fois, bah ouais, mais moi j'ai mon manager qui n'est pas ambassadeur, qui me véhicule pas de l'engagement sur ce sujet. Donc on a appelé les managers en question et en fait on s'est rendu compte que la problématique première c'était leur sentiment de solitude. Parce qu'ils se sont dit en fait on est un peu les oubliés de service, hein. Il y a le codir qui a de l'avance, il y a les gens en dessous qui sont partants mais nous on ne sait pas comment le faire.
Et donc du coup, je trouve que ça peut être aussi une solution pour créer de l'engagement, c'est qu'on a décidé de créer une communauté de managers. Donc tous nos N-1 qui avaient plus ou moins ce ressenti-là, hein, certains l'avaient beaucoup moins, d'autres le sentaient fortement, on a décidé de les mettre ensemble. Et en fait, à partir du moment où on remettait des gens avec des gens qui partageaient les mêmes soucis, et ben petit à petit, entre pairs, et voilà, ils se sont réengagés. Voilà, je pense que c'est le mot. Il y avait des managers qui avaient un peu déserté les nouveaux sujets, les nouveaux courants, et qui aujourd'hui sont même premiers de cordée. Et enfin, je regarde Nadine, oui, parce qu'il y a des choses comme ça où je pense que chacun a pu avoir son ressenti comme ça, de se dire je me suis sentie seule, donc désengagée, et maintenant que je me sens dans un collectif qui partage ma problématique, je me sens déjà plus le courage d'affronter les choses. Ok. Mais du coup, vous avez identifié les raisons qui font que les managers ont été désengagés? Je reviens. Est-ce que c'est pas justement la problématique du sens? En plus de la solitude, parce que là, le sens. La solitude du manager, c'est un. En top-down, une problématique qui est que l'engagement a bloqué au niveau du management. Est-ce que vous avez identifié les raisons qui fait que le management a bloqué sur ces engagements-là? Eux, ce qu'ils nous ont donné comme explication, c'était pas tant la question du sens, parce que de se dire qu'il faut replacer le client au cœur de nos actions, c'était le sujet. Bon, il n'y avait pas de débat là-dessus. Mais c'est plus de se dire. Entre le moment où on lance des grands sujets comme ça, et nous, en opérationnel, les moyens qu'on nous donne pour avoir et le temps d'avance et puis le temps de digestion pour pouvoir ensuite être ambassadeur de ça, parce que l'engagement du manager, il doit avoir un peu un temps d'avance. Pour pouvoir embarquer un collectif, il faut qu'il ait ce temps d'avance-là, et quand on veut aller vite, on a tendance à les mettre au même rythme que les autres, et eux, ils se retrouvent en difficulté. Et ça, c'est valable pour tous les projets qu'on met en place. Donc pour pouvoir avoir des managers qui sont engagés, il faut qu'eux-mêmes déjà se sentent plus confort que l'équipe qu'ils vont avoir à embarquer. Et bon, ça, on l'apprend aussi en marchant avec eux, et à force de nous challenger en nous disant demain, attention, il y a ça qui se présage. Là, par exemple, on nous dit la culture de la digitalisation, on a un siège qui est plutôt très à l'aise, un réseau en magasin qui est moins à l'aise, parce qu'on les a pas outillés jusque-là. Il est évident que nos managers, il va falloir, pour créer de l'engagement autour de ce sujet, je ne sais pas du tout le niveau de maturité des gens, je ne sais même pas s'il y a de la conviction derrière ça, je pense que oui. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir leur créer un temps d'avance pour qu'ils soient eux-mêmes engagés et embarquer ensuite le reste des équipes. Ouais. Ça se traduit comment? On a créé une communauté manager, Alors, c'est une réunion. Donc, ils sont. Et elle est hebdomadaire. Ouais. Et elle est à 200 km de là où ils travaillent. Alors, c'est les 40 N-1 du CODIR. Donc, c'est vraiment le top management. Ils sont sollicités tous les mois, tous les derniers jeudis du mois pour partager un petit déjeuner. C'est toute une matinée. Alors au début on leur avait dit c'est sur volontariat, et finalement les gens ils sont toujours en moyenne entre 15 et 20 en présence. Et il y a toujours une rotation, et les quelques-uns qui ne sont pas venus, je m'autorise à aller les voir en disant tu sais ce serait bien, sinon tu vas perdre un peu le fil du collectif, et ça se passe très bien. Au programme, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà un grand sas de purge. Parce on avait pensé plein de choses pour eux dès le démarrage, mais en fait, ils avaient déjà beaucoup à dire. Donc, il y a eu... C'est une boîte où chacun entre et hurle. Exactement. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, ils se sont sentis à la fois écoutés, et surtout, ça leur a fait un bien fou de se dire « je suis pas le seul dans ma situation ». Donc ça, je pense, ça paraît basique de dire après coup. Oui, moi aussi, je suis seul. Oui, moi aussi, je suis seul. C'était ça. Oh. C'était ça. Et puis ensuite, on a travaillé avec eux quels étaient les sujets qu'ils avaient besoin de travailler en priorité. Alors nous, on avait notre liste de courses. On voulait qu'ils travaillent la facilitation notamment, et les nouveaux modes collaboratifs, parce qu'on leur avait mis en objectif sur l'année de développer la transversalité. Pour les raisons qu'on connaît, les gens ont du mal à travailler les uns avec les autres. Et on était encore dans un mode très silo. Donc ça, c'était nous notre demande. Et eux, en échange, ils nous ont demandé à travailler la confiance, à travailler l'entraide, et à travailler l'open mind. Donc c'était de se dire, je vais envie de sortir de mon quotidien, parce que je finis par être un manager pauvre, qui n'a rien à raconter à ses équipes, à force d'être tout le temps dans mon quotidien, et que moi, ce qui va me donner de l'engagement, de l'envie, etc., je reprends cette notion d'envie qui est hyper importante, j'ai besoin d'être nourrie. Donc voilà, c'était ces 3 chapitres-là qu'on a fait, et puis chaque année, il y a eu des thématiques différentes. Voilà comment on construit avec eux, et ça a tellement bien fonctionné qu'on est en train d'en lancer 2 nouvelles qui arrivent en septembre, sur des thématiques différentes, avec des profils différents, parce qu'il y a ce besoin-là d'avancer. Tout le monde a des idées, ça c'est pas le problème, tout le monde a des idées, des envies, mais c'est d'y aller seul qui leur fait peur. Par contre, d'y aller en petit groupe, là déjà il y a un engagement qui est plus palpable.
Super, ça a vraiment l'air d'être super de travailler chez Gémeaux. Viens. Quand on est manager. D'autres questions, parce que là on parle d'action, notamment de communauté de managers, d'écouter, d'aller aux rencontres sur le terrain, tout ça. Bon, c'est pas ce qui est écrit là. Moi je suis patron de Gémeaux. J'ai pas le temps d'aller voir tous les gens. Moi je veux une synthèse, je veux un tableau de bord, je veux des petits points verts, des petits points oranges, des petits points rouges. Les smileys. Comment est-ce qu'on convainc son boss ou son codir ou le grand chef que il va falloir qu'il s'assoie sur ces smileys ou sur ces petits points verts, ces petits points oranges et ces petits points rouges. Parce qu'il s'il les veut par la porte ou par la fenêtre, il va les avoir. On est une foultitude de consultants à bien vouloir lui vendre. Donc il va finir par les avoir, ces indicateurs. Mais on peut tout transformer en indicateur. Le fond n'empêche pas du tout la forme. Là, pour le coup, sans partir sur un outil de mesure, moi aujourd'hui, je peux sortir un certain nombre d'indicateurs, ne serait-ce que sur cette communauté. Qui vient à quel titre ? Alors, par exemple, je peux dire qui vient à quel titre. Quels sont les managers qui sont le plus venus? Quels sont les sujets que nous avons traités et le niveau d'adhésion des sujets? Ça peut donner déjà un indicateur pour un PDG. On mesure le niveau d'adhésion des sujets? Eh bien, les gens aux inscriptions. Moi, j'ai un atelier, chaque atelier a une thématique et je vois tout de suite si ça a rassemblé foule ou pas. Là, sur 50, j'ai 12 inscrits. Voilà. Peut-être sujet moisi. C'est ça. Si sur 50, j'ai 49 inscrits. Voilà. C'est ça. Tiens, après, je vais avoir le sujet de demain, les primes de Noël. Hop là. 49 inscrits. Après, on fait aussi des retours d'expérience avec cette communauté. Donc, on va leur dire, suite aux apprentissages, qui parmi vous a mis en place une action, ne serait-ce qu'une. Donc, je suis en capacité aussi de dire un peu le retour sur investissement d'une formation ou d'un atelier. Est-ce qu'il a généré quelque chose? Donc, on peut sortir des chiffres après. Ça, c'est pas un problème. On peut mesurer ce qu'on veut. C'est pas un souci. Ça veut pas dire. Évidemment, ma question était un peu, un peu du côté des dirigeants, mais est-ce qu'on lui explique aussi? Parce que là, tu nous expliques que des indicateurs, finalement, je peux en produire plein. J'ai mis en place des groupes. Est-ce qu'ils viennent pas? Les sujets sont-ils intéressants? Oui, non. Dans leurs équipes à eux, on leur a demandé de faire de la facilitation, d'organiser des ateliers. Eux aussi peuvent du coup appliquer cette même méthode. Combien vous avez eu de personnes dans votre atelier? Combien d'actions sont sorties de cet atelier? Combien d'actions vous avez réussi à mettre en place depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Vous aviez une liste de 12 actions sur un programme de 3 mois. Est-ce que les 12 sont en place, etc. On peut toujours faire ça. Est-ce que ça regarde, un exemple gens concret. Si mon PDG me dit c'est un peu ce qui s'est passé, oui. Elle est bien cette communauté, elle sert à quelque chose, ça vaut quoi? Plutôt qu'un bon tableau, qu'ils viennent nous voir. Et c'est ce qui s'est passé. Le CODIR est venu nous voir. Le CODIR est venu sur une journée qu'on avait qui était une grosse journée thématique où on faisait le bilan de l'année en se disant qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on recommence, etc. Le plus simple c'était de les inviter, qui jugent par eux-mêmes, donc on est sur le sens, le ressenti, qui vaut 1000 études, qui vaut 1000 tableaux de bord. Oui. Je voudrais compléter ce que ton boss à la fin de ton atelier. Pour compléter ça, tu vois, moi, il y a 3 ans, par rapport à la plateforme, logiciel pur. Mesure d'indicateurs, combien d'actions, combien d'idées chaque personne met, etc., etc. Et puis j'avais créé un taux d'engagement. Et en fait... Génial à vendre ça. On se dit c'est super à vendre. Ah ouais. Je vais être capable de vendre un outil qui va te donner l'engagement de chaque collaborateur et l'engagement de chaque membre donc dans le groupe et dans tout le groupe. Et en fait, il faut ça, mais c'est pas le plus important. Là, depuis peu de temps, on a mis des choses qui sont plus subjectives et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, de se dire des indicateurs plus subjectifs, où maintenant le groupe collaboratif se dit d'une façon plus subjective, on est sur une météo interne du groupe, on est sur des cailloux, sur des succès, sur des ressentis. Alors nous, Français, parfois ça nous froisse, on se dit attends, on veut un truc hyper carré, pourcentage, indicateur, KPI et compagnie. Et bien, parfois, ce côté ressenti global du groupe à l'instant T cette semaine, il est de temps, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, ça a une grosse valeur. Et d'être trop précis, ça n'a pas de sens. La semaine prochaine, ça va évoluer à la hausse, à la baisse. Et ce ressenti-là, il a une force de projection sur l'action qui est formidable. Et moi, je l'ai appris, notamment au Canada, de me dire arrête d'être toujours dans ce côté hyper précis. Un logiciel peut porter aussi des choses plus subjectives et ça marche mieux. Parce qu'en termes d'évolution, on peut dire que l'année dernière, on avait
72,7% de gens satisfaits ou très satisfaits, de collaborateurs, et que cette année, on n'est plus qu'à 63,8%. Et donc, il y a une baisse de pratiquement 10 points, et que donc, il faut mettre en place une action pour au moins se fixer un objectif de revenir à 75 points, voire à 80 points, parce qu'à la fin de l'année, ce serait bien, etc. etc. Et ça suffit d'expliquer à un dirigeant, on sera sur un smiley jaune fluo, et puis peut-être que dans 3 mois, on sera sur un smiley jaune pâle, mais l'important c'est le ressenti. Est-ce qu'il achète? C'est super dur parce qu'un manager aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Hein. Des managers aujourd'hui, parfois, ils ne savent plus faire. On leur dit, tu vas gérer une équipe en autonomie, tu as des projets, vas-y Jean-Pierre. Jean-Pierre, il ne sait plus faire. Il ne sait pas animer une équipe. Jean-Pierre ou Martine? C'est pas Martine. Il ne sait pas, il ne sait plus comment animer, il ne sait pas comment choisir une bonne idée, il ne sait pas animer une réunion, rien que ça. Non, il sait reproduire ce qu'on lui a appris. En fait. Le problème, c'est qu'ils sont souvent formatés. J'enseigne dans les écoles supérieures de management, ça me fait un peu peur pour demain. Les gens qui sont diplômés d'Audencia ou ce sujet-là, c'est intéressant ça. Parce que en fait, on les amène pas à réfléchir par rapport à. On n'est pas dans cette logique d'ouverture, d'adaptation. On est encore dans une logique boîte à outils qu'on te vend. Tu vas partir de ta formation avec la boîte à outils que tu vas reproduire. Et on les met pas suffisamment en situation en amont, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent, on attend d'eux, c'est souvent des masters spécialisés, donc Bac+6, on attend qu'ils soient vraiment opérationnels. Et on ne les a pas préparés à être opérationnels. Et ce qui manque le plus dans ces formations, c'est la communication. On ne leur donne pas à réfléchir leur façon de communiquer avec les collaborateurs. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que la com pour mesurer l'engagement, pour susciter l'engagement. Comme ils n'ont pas été formés, ils sont dans l'incapacité de le faire. Ils vont être formés à comment animer une réunion, comment prendre la parole en public, gérer un conflit, mais c'est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Donc changeons la formation des non, c'est pas changeons, il faut la repenser pour l'adapter. Encore une fois, si tu veux, il ne faut pas tout changer. Il faut permettre aux choses d'évoluer. On est dans un monde qui évolue constamment et à nous de savoir nous repenser constamment. Et faire évoluer les choses de façon... Peut-être que demain, on va les faire évoluer comme ça, puis qu'on va se rendre compte, non, il faut faire marche arrière. Enfin, voilà, c'est ça, la force de l'adaptation. Aujourd'hui, pour moi, c'est être capable de prendre la hauteur nécessaire pour se dire, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Tu traces un objectif, tu as une vision, c'est l'objectif que tu veux atteindre. Si tu dois contourner un moment le chemin que tu avais décidé, il faut savoir aussi t'autoriser à le faire. Sauf que dans notre formatage, on n'est pas, ils sont paumés les managers. Tu leur demandes, c'est un peu ce que tu disais, tu leur demandes de mettre en place d'autres choses, ils sont dans l'incapacité de le faire, non pas parce qu'ils sont stupides, c'est juste qu'on leur a pas appris à le faire, on leur a appris à reproduire et pas à réfléchir pour s'adapter, pas à oser, pas à prendre un risque. Toutes les entreprises qui commencent à avoir des approches managériales différentes, c'est ça justement où on ose, on apprend à oser. Je pense que l'éducation dont tu parlais tout à l'heure, il y est pour beaucoup. Cette logique d'élitisme où on t'apprend à réciter un par cœur et pas à réfléchir, ça c'est aussi une tare de notre système éducatif. On t'apprend pas à réfléchir, on t'apprend à restituer. Et si toutefois tu as l'audace de dire « Ah mais moi, c'est pas au programme, alors une autre fois. » oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Je vous coupe simplement, ça n'est pas du man-interrupting. Parce qu'il y a un monsieur qui a levé la main plusieurs fois derrière. Et puis comme il ne nous reste plus que 7 minutes, attention, 7 minutes. Mesdames et messieurs, pensez bien à votre dernière question. Elle peut faire changer votre vie. Et il n'y en aura que 2. Voilà. En plus des 2 que je vais donner là. Donc soyez concis, rapide sur la formulation de la question et sur la formulation de la réponse. Denis ou David ou Seb ou Nico. Pardon, Mathieu. J'avais Julien et Mathieu encore. On discute en mesure de l'engagement, mais comme on a dit, ça peut avoir plein de formes. Il y en a qui vont y passer plein de temps, il y en a qui vont passer juste faire les heures, mais réfléchir, puis donner des idées d'amélioration. C'est quoi la mesure de l'engagement? On s'en fiche, c'est qu'est-ce qu'il fait, quoi l'avantage, qu'est-ce qu'il apporte. La plus-value. Ce qui est important, c'est le résultat, qu'il soit engagé de n'importe quelle forme. C'est quoi l'intérêt de mesure? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, clairement. Absolument. J'ai posé la même quand on m'a invité. Est-ce qu'on est capable de mesurer? Je crois pas. Je ne peux pas mesurer l'engagement. C'est la chose que j'ai demandé quand ils m'ont dit. Le titre de ce débat et la mesure de l'engagement était volontairement provocateur pour arriver
Ah oui, à 7000 $. Avec beaucoup de philosophie, de choses partagées, quelques retours d'expérience, on l'a entendu, sur des choses qui sont mises en place dans certains groupes, etc. Mais pour arriver à cette conclusion que chacun, à l'intérieur de lui-même et dans son fort intérieur, va pouvoir ruminer ce soir et demain en se disant mais finalement, ça sert à mesurer l'engagement. Mais en fait, cette question-là... Si Michel, il fait 16 heures, mais qui donne des idées? Si Martine, elle fait 16 heures, mais qu'à côté, elle s'engage dans l'association, dans le CE, dans machin, dans le truc, et que tout le monde est content, et qu'à la fin, on chante ensemble. Ce théâtre qui T'as la Michel, t'as la banane. Oui, c'est là, voilà. Et puis, et alors bon, ils sont 1200, on va voir. Est-ce que je vais à tous aller les voir? Peut-être, oui, peut-être. J'en fais déjà beaucoup trop. Et c'était cette question-là, justement. À quoi ça sert? On s'est tous posé la question. Mathieu, David. Non mais, et tu sais, quand on m'a sollicité pour intervenir sur ce Rex, c'est la question que j'ai... Non, c'est exactement ce que j'ai dit. À quoi ça sert de mesurer? C'est pour justifier de l'avoir fait, je vois pas l'intérêt. Apprenons plutôt à échanger, ce sera beaucoup plus pertinent. Par contre, il faut pas mélanger l'obligation de mesurer l'engagement et l'obligation d'être engagé. Il faut être engagé parce que c'est pierre angulaire pour la transformation des entreprises aujourd'hui. Il faut être hyper engagé. C'est ce que vous avez dit Voilà. tout à l'heure. C'est ça. Mais ce n'est pas seulement une question de survie, je crois. Il y a d'autres choses, ça apporte d'autres choses. Oui, bien sûr, oui, sûr, oui. Mais c'est une pierre angulaire, l'engagement est nécessaire. Par contre, le mesurer l'engagement d'une manière hyper homogène et toujours sclérosée, pour moi, c'est une erreur fondamentale. En fait, le bon sens, ça serait de ne pas faire en entreprise ce qu'on ne ferait pas chez soi. Vous n'allez pas lancer une enquête auprès de vos enfants et votre mari pour savoir s'ils sont engagés dans votre quotidien. Donc, en fait, ça serait de se dire pourquoi j'irais le faire en entreprise. En revanche, qu'à table, vous vous disiez, tiens, ce ciné, il t'a plu, tiens, quand on cuisine ça, c'est plus sympa, etc. Bah là, vous avez quand même des petits points de progression dans la famille. Bah, c'est simplement ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis de se dire, ben, on se répartit peut-être les rôles, etc. C'est ça l'engagement finalement. C'est l'animation, tout simplement. Et du bon sens. Et surtout pas faire des choses... Voilà, et bien comme Alexandre Astier a résolu la question de la vie extraterrestre, nous avons nous-mêmes, ici, en à peine 1 heure, résolu la question de la mesure de l'engagement en entreprise. Et ça, il n'y a qu'à la fabrique que vous pouviez le vivre. Merci beaucoup. C'est pas faux. Merci à nos intervenants. Je suis désolé parce que pour des questions d'engagement personnel, je vais aller chercher mon fils à la crèche qui ferme dans exactement 15 minutes. Et donc, nous pourrons discuter peut-être demain si je repasse ici, peut-être avec d'autres gens de la belle boîte. Voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, attrapez-les pendant qu'ils sont encore là si vous avez d'autres questions. Je rends le tablier, je vous laisse les clés, la lumière, je vous laisse fermer. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Damien. C'était vraiment une belle conclusion. Il y a eu de la philosophie, c'est ça. Il y a eu les outils. Il y a eu l'explication. Mais oui, avec plaisir aussi.